Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. L'université de Franche-Comté a 600 ans. 600 ans d'histoire à raconter. Bienvenue dans le premier épisode de notre série de podcasts qui sera une édition spécialement créée pour rendre hommage au riche passé de notre institution ainsi qu'aux acteurs de cette histoire pluriséculaire. Comme en Franche-Comté, nous maîtrisons le temps comme personne, nous remonterons jusqu'en 1423 afin de retracer notre histoire en 4 épisodes animés par Mathilde et Brice, 2 étudiants en licence d'histoire à l'université. De sa genèse à nos jours, il vous emmène au cœur de cette histoire que nos historiens savent si bien raconter. Chapitre 1 : La genèse de l'université. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jackie Thoreau, professeur émérite de l'Université de Franche-Comté, spécialiste de l'histoire médiévale de Dole et plus généralement de notre région, pour aborder la genèse de notre institution il y a 6 siècles. Donc, Monsieur Thoreau, bonjour. Bonjour. Très heureux. Nous aussi. Donc, nous allons dans un premier temps nous intéresser au processus de fondation d'une université. Et en premier lieu, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'une université au Moyen-Âge ? Une université au Moyen-Âge, c'est en fait d'abord, première chose, mais c'est, j'allais dire de tout temps, c'est quand même les maîtres et les élèves, ou les étudiants, parce qu'on trouve souvent écoliers ou étudiants. Et donc, des personnes, des hommes, bien entendu, qui se trouvent rassemblés dans une institution, qui est l'université, qui a été fondée, alors selon les cas, ça peut être fondé par le pape. De toute façon, il y a toujours l'obligation que ce soit le pape qui donne son autorisation, puis ensuite avec l'appui ou à la demande d'un prince ou d'un roi. Donc si on se situe hors du comté de Bourgogne, bien entendu, hors des États bourguignons plus exactement même. Donc voilà, c'est donc l'ensemble de tous ceux qui vivent, l'échange en quelque sorte du savoir, soit qu'ils le distribuent, soit qu'ils l'acquièrent. Pouvez-vous nous expliquer quel était le processus classique d'une création d'université à cette époque ? La fondation d'une université, elle peut venir, bien entendu, elle a pu venir d'une autorité ecclésiastique, ça peut se produire. En ce qui concerne la Franche-Comté, je veux dire la Franche-Comté pour résumer, c'est difficile à résumer parce qu'on n'est pas en Franche-Comté, on est dans l'espace bourguignon. C'est plus compliqué que ça. Et donc, c'est le duc qui, souhaitant, après son accession à la principauté, après la mort de son père Jean sans Peur, qui souhaitant une université, a entamé des démarches auprès du pape, donc Martin V, en envoyant des conseillers, des gens comme Robert de Bobigny, qui était l'abbé de Saint-Paul de Besançon, ou d'autres comme Jean de Fruin, qui était archidiacre de Langres, mais qui était aussi chanoine à Besançon, ou d'autres personnages, Jean Jobert, qui était également celui qui était archidiacre de Langres, justement, qui sont allés directement voir le pape pour lui présenter les souhaits de Philippe le Bon. Donc c'était pas forcément tout de suite, immédiat. Et il y avait un passé, puisqu'il y avait eu une tentative de fondation d'université agrée par le comte Othon IV dans les années 1287-1291. Donc ça avait échoué, mais pour la papauté, c'était toujours, je vais dire, dans les archives. Et donc, à l'issue de ce débat entre le prince et le pape, donc il y a eu une réflexion du pape qui a fini par donner son accord, qui a donc établi une bulle. C'est la bulle du 15 octobre 1422, qui a été promulguée en 1423. Mais donc la bulle a été établie, et cette bulle, justement, indiquait qu'au préalable, avant que l'université ne fonctionne, il fallait
qu'on s'inquiète auprès des Grélois pour savoir si éventuellement on ne commettait pas une erreur si on n'installait pas cette nouvelle université à Gré, puisque le duc en fait a choisi Dole. Et donc pourquoi est-ce qu'il a choisi Dole ? Il a choisi Dole parce qu'il ne pouvait pas choisir Besançon, qui était une ville d'empire, donc il ne contrôlait pas, on va dire politiquement, en quelque sorte, elle dépendait de l'empereur. Et apparemment, il ne souhaitait pas que ce soit Dijon non plus, pour des raisons peut-être de conflits possibles avec les autorités ecclésiastiques, etc. Et donc, quelle influence avait l'université de Dole au XVe siècle ? La première chose, c'est que pour cette période du XVe siècle, donc antérieure avant le siège de 1479, on manque d'une documentation abondante. Donc, c'est pas facile d'évaluer l'impact de l'université par rapport à l'environnement. Or, il ne faut pas situer l'université dans un autre esprit que celui du prince. Pour le prince, c'était une université pour ses pays de Bourgogne. Donc pour, certes, la comté, pour le duché, mais aussi pour les États des Flandres. Or, en 1425, il y a la fondation, à l'initiative de la ville de Louvain, avec l'appui du duc de Brabant, de l'université de Louvain, donc qui va apparaître comme une sorte de concurrente, entre guillemets. Et donc, pour ce qui est de l'université de Dole, il est bien évident que quand on regarde les quelques noms d'étudiants que l'on a, pour avant 1479, avant même 1498 surtout, eh bien, on s'aperçoit qu'en gros, ça répond à ce que voulait le prince. C'est-à-dire que les étudiants que l'on connaît sont des étudiants qui viennent de Bourgogne, qui viennent bien sûr du comté de Bourgogne. Les premiers qu'on rencontre à la faveur d'une rixe dans la ville, ce sont deux Flamands. Ils ont été battus par les Daulois, et donc on a arrêté les Daulois et les a envoyés devant le bailli à Salins. Et puis surtout, ce qu'on sait aussi, c'est que les contrées du pays de Vaud, à côté, c'est une étude de Madame Pibiri, donc montre bien que les Vaudois venaient à Dole pour chercher en particulier des maîtres d'école qui avaient le baccalauréat, ça suffisait pour être maître d'école. Donc il y a un petit environnement qu'on saisit là. Et puis, d'autre part, alors j'ai qu'un exemple pour les pays germaniques, mais donc il y a effectivement des individus qui viennent des pays germaniques. J'en connais un seul qui vient de la région donc centrale de l'Allemagne, mais qui fait 1 an à Dole, c'est tout. Bon, mais ça, c'est souvent comme ça. Et donc, géographiquement, l'impact est à peu près assuré. Quels étaient les domaines de formation enseignés à cette époque ? Dans les formations universitaires, il y a d'abord ce qu'on appelle la faculté des arts. Alors, faculté des arts, c'est, quand j'étais étudiant, en 65, 66, c'était la dernière année, j'ai fait ma propédeutique. Voilà. Donc moi j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait du français. Voilà. Bon. Les étudiants, ils suivaient les arts libéraux, la rhétorique, etc., la grammaire. Bon. Et donc ça, c'était la base. Et pour accéder à la faculté des arts, il fallait venir d'une école de grammaire. Il y en avait une à Dole, il y en avait une à Salins, il y en avait une, je crois, à Poligny, me semble-t-il. Enfin bon, on ne sait pas trop, il n'y a pas eu d'études de fait là-dessus. Enfin bon, à Dole et Salins, je suis sûr. Donc j'affirme. Donc là, à partir de là, on allait aux arts. Et les arts étaient quasiment obligatoires pour faire médecine et théologie. Parce que par exemple, je trouve un individu qui est à la fois maître en arts et docteur en médecine. Donc voilà, la médecine, c'est pas considéré comme aujourd'hui, c'est différent. Bon, alors donc, il y avait, donc je reviens, donc il y avait la faculté d'abord du droit, qui scinde en deux, 3 civils, 3 canons, ça en fait 2 facultés, puis 2 autres, c'est la médecine qui a été fondée dès 1422, bon, et la théologie qui est venue en 1437. Au Moyen-Âge, qui pouvait avoir accès à une formation universitaire et fallait-il appartenir à une classe sociale spécifique pour avoir accès à la connaissance ? Alors, première chose, il y a la noblesse. Parce qu'il y a quand même besoin d'un train de vie. Il faut se loger, il faut se nourrir, il faut éventuellement trouver des livres, bon, peu importe. Donc, il y a la noblesse. Elle a un statut qui lui permet d'envoyer ses enfants. Il n'y a pas de mystère. Si on va à l'université, c'est qu'on a fait un cursus. École élémentaire, école de grammaire. Pour accéder
à la maîtrise des arts. Donc ça veut dire que là, mon interprétation est la suivante. Quand on allait à l'école élémentaire, voire l'école de grammaire, on était suivi par le prêtre. Et je pense que le prêtre, c'est comme l'instituteur aujourd'hui, c'est de déceler chez les enfants les capacités. Et donc, à partir de là, une fois que les capacités ont été décelées, c'est de pousser, convaincre les parents, d'où qu'ils soient, on ne sait pas, qu'ils aillent plus haut. Et après, ils accèdent à l'université. Le chapitre 1 touche à sa fin. Merci à vous, Monsieur Theroux, de nous avoir raconté l'histoire de la jeunesse de notre université. Nous nous retrouverons prochainement dans le chapitre 2 qui comptera l'histoire de notre institution à l'ère des conquêtes. Alors restez connectés pour ne pas manquer sa sortie et pour avoir la suite de cette saga qui retrace les péripéties de notre grande dame de 600 ans au fil des grandes périodes de l'histoire.